Khadija et Tidjani. À peine ma mère avait-elle recouvré sa liberté que tous les anciens soupirants évincés, pour la plupart des tout couleurs du clan Tal, c'est-à-dire du clan d'Eladj Omar et de son fils Agibou Tal, alors roi de Bandiagara, étaient revenus à la charge pour demander sa main. C'est alors que Tidjani Amadou Halithiam, qui lui n'avait jamais figuré parmi les prétendants évincés, brigua la main de Khadija et fut choisi par elle. Les Tchams sont un autre clan tout couleur traditionnellement rival du clan Tal, ce qui n'était pas fait pour arranger les choses. Tidjani Amadou Ali Tcham était, comme son nom l'indique, le fils d'Amadou Ali Tcham, alors chef de la plus grande et plus riche province du royaume tout couleur, la province de Louta, dans l'actuel Burkina Faso. C'était donc un prince héritier, présomptif d'un turban de chef. Ce n'est pas pour cette raison que Khadija le choisit, mais parce qu'elle le connaissait déjà fort bien et depuis longtemps. Tidjani, que désormais pour simplifier j'appellerai Tidjani Thiam, était en effet l'ami inséparable de Bokhari Paté, le grand frère de Khadija, et de Tcherno Bokhar Saliftal, un jeune homme de famille maraboutique tout entier, tourné vers la vie religieuse et qui deviendra plus tard mon maître spirituel. Lorsque Tcherno Bokhar, qui était lui-même un petit-neveu d'Eladj Omar, nous dirions en Afrique un petit-fils, était arrivé à Bandiagara avec sa mère en 1891, fuyant l'avancée de l'armée française, il avait été adopté, au sens africain du mot, par le père de Tidjani Thiam, qui le considérait comme son propre fils. C'est à cette époque que naquit entre Tcherno Bokhar, le jeune Tidjani Thiam, et Bokhari Paté, frère de Khadija, une amitié si étroite que dans tout Bandiagara, on ne les appelait plus que les trois inséparables. Tcherno Bokhar s'était pris d'amitié pour ma mère Khadija, qu'il appelait petite sœur, et vraiment toute sa vie, ma mère joua auprès de ces saint hommes le rôle d'une petite sœur, mais d'une petite sœur un peu spéciale, car toujours franche et directe, elle se permettait de lui parler avec une liberté que personne d'autre ne se serait permise à Bandiagara. Elle lui posait les questions les plus nettes et les plus directes, ce que l'on fait très rarement en Afrique, et cela avec l'autorisation de Tcherno Bokhar lui-même. Je suis née pour ainsi dire entre ses mains. Il venait voir mes parents presque chaque jour et dès qu'il arrivait, il me réclamait. Quand il priait, il me plaçait sur ses genoux. Quand il faisait un petit somme, il m'installait contre sa poitrine. Et quand il se promenait dans la cour, à ma plus grande joie, il me juchait sur ses épaules, chantant pour moi des poèmes religieux, particulièrement le poème d'Eladj Omar intitulé « La barque des bienheureux ». Ma mère me raconta plus tard qu'il aimait m'amuser et me faire rire. Avec les autres, j'étais, paraît-il, un enfant plutôt absent. Ceux qui me prenaient dans leurs bras ne pouvaient rencontrer mon regard. Mais quand Tierno me prenait, je ne cessais de contempler son visage en éclatant de rire. Ami intime de mon père Bokhari Paté et de ma mère, puis de mon père Mpaté, il était, selon la tradition africaine, leur frère, donc mon oncle. Mais il devait être bien plus que cela tout au long de ma vie. Il allait être mon père spirituel, celui qui modèlerait mon esprit et mon âme et à qui je dois être tout ce que je suis. En choisissant Tidjani Thiam pour second mari, ma mère savait donc à qui elle avait affaire et ne sortait pas du cercle d'amis qui lui était cher. Tidjani Thiam, de son côté, aimait beaucoup Khadija dont il admirait les qualités. C'est cet amour mutuel qui devait les amener à réussir leur mariage et à le maintenir contre vents et marées, en dépit de la succession d'événements tragiques qu'ils devraient affronter. À peine la décision de Khadija fut-elle connue que l'orage éclata. Les Tal, repoussés pour la deuxième fois, étaient furieux d'avoir été écartés au profit d'un Thiam, car depuis des générations, ces deux grandes familles tout couleur étaient plus ou moins rivales, voire hostiles. Quelle que fût la situation d'un Tal,
Un Thiam n'avait aucune considération pour lui. Il suffisait que l'un fasse quelque chose pour que l'autre essaie d'en faire autant ou de le surpasser. À la guerre, jamais un Tal ni un Thiam n'aurait pris la fuite si un membre du clan rival était présent. Chacun préférerait 1000 fois se faire tuer plutôt que se rabaisser devant l'autre. Des incidents très graves qui opposèrent les Thiam au roi Agiboutal à propos de la chefferie de Louta tendirent à l'extrême les relations entre les deux clans. Dans ce climat, le choix de Khadija fut ressenti comme une véritable provocation. C'est alors que le père de Tidjani, qui n'était chef de la province de Louta que depuis 2 ans, décéda subitement. Tidjani, en tant que fils aîné d'Amadou, Ali Thiam hérita du turban de Louta, non sans quelques difficultés de la part du roi Agibou, et quitta Bandiagara pour sa nouvelle résidence, accompagné d'une suite brillante et de ses 2 épouses. Sa cousine et première épouse Kadiatou Bokari, Moussa, petite fille du roi de Kona et fille d'un chef d'armée, et Diarab Agibou, fille du roi Agibou Tal. Le mariage avec Khadija n'était pas encore conclu, celle-ci resta à Bandiagara. En vertu d'une attitude malheureusement trop courante en Afrique et qui veut qu'aucune mort ni aucune maladie ne soit naturelle, mais toujours imputable à quelqu'un, un tollé général s'éleva contre ma mère. Les épouses de Tidjani ainsi que la plupart des membres, surtout féminins, de sa famille attribuèrent la mort subite d'Amadou Ali Thiam à la malchance apportée par Khadija. Comment, clamait-on, à qui voulait l'entendre, à peine Tidjani a-t-il demandé la main de Khadija Paté, et voilà que son père meurt. Qu'adviendra-t-il de la famille quand Khadija Paté y mettra le pied? Tidjani, qui aimait profondément ma mère, fit la sourde oreille. De Louta, il continua les démarches entre les 2 familles en vue de conclure le mariage. Elles durèrent plus d'1 an. Quand enfin le mariage fut célébré, Tidjani se trouvait à Louta et ma mère à Bandiagara, ce qui n'était pas un inconvénient puisque, selon la coutume, les époux n'avaient pas besoin d'être présents à la cérémonie. Il suffisait que les cadeaux rituels, particulièrement la dot et les noix de cola, soient échangés en présence des témoins et des notables religieux et que ceux-ci récitent les versets appropriés du Coran pour que le mariage soit, comme on dit, noué ou attaché. C'était d'ailleurs ce qui permettait parfois à certains parents de nouer un mariage en l'absence de leur enfant. Dès que le mariage fut conclu, le premier acte de Tidjani, à qui ses épouses n'avaient pas donné de fils, fut de m'adopter officiellement. Il me fit porter sur la fiche administrative des renseignements le concernant comme son premier fils et donc successeur éventuel. Cet acte qu'on ne lui pardonnera jamais dans sa famille lui valut la réprobation générale des tout couleurs, aussi bien Tal que Thiam, qui comprenaient mal qu'un des leurs ait choisi un Peul descendant des Ba et des Hamshala du Fakala de surcroît pour lui succéder. Quant aux femmes, elles déclarèrent une guerre à mort à ma mère, responsable, selon elles, de mon intrusion dans les prérogatives qui ne devaient être réservées qu'aux seuls conquérants tout couleur. Mon père empâté, cela se passait peu avant sa mort, avait fort mal réagi en apprenant que Tidjani Thiam m'avait adopté officiellement alors que lui-même était encore vivant. Comme ses droits naturels le lui permettaient, il interdit que je sois amenée à Louta. En dépit de l'opposition de mon père et de l'hostilité des Toucouleurs, mon nom resta sur la fiche de Tidjani Thiam car pour les autorités coloniales françaises, la volonté d'un chef de province, donc chef de canton à leurs yeux, faisait loi. Bien que relevant de la tutelle de ma seule famille paternelle, je restais donc officiellement premier fils de Tidjani Thiam et dauphin présomptif du turban de Louta. Sur ces entrefaits, ma grand-mère, Anta Ndiobi, qui était retournée à Tiaikiri, près de Mopti, tomba gravement malade et mourut. Ma mère, accompagnée de ses 2 frères Bokari Paté et Hamadoum Paté, se rendit à Teikiri pour régler les problèmes de succession.
Niélé l'accompagna pour s'occuper de moi. Pour la deuxième fois de mon existence, j'accomplis donc le trajet Bandiagara-Tchaïkiri, non plus cette fois juché sur la tête de Niélé dans une grande calebasse, mais plus classiquement accroché à son dos. Khadija trouva toutes les affaires de sa mère en ordre, car celle-ci avait eu le temps de faire établir son testament auprès d'un marabout éminent de la ville. Ma mère m'en rapporta plus tard les termes. Que mes enfants sachent que j'ai partagé moi-même les biens que je laisse afin qu'ils ne se disputent pas et ne se séparent pas à cause de mon héritage. Je demande à mes garçons de se tenir autour de leur sœur Khadija et de lui servir d'abri contre les intempéries. Ma petite captive Batoma n'a ni père ni mère autre que moi. En me perdant, elle perd tout. Mon âme et mon esprit maudiront celui des miens qui fera souffrir ma petite Batoma. Elle portera désormais mon nom de famille, Sceau, et je ne dormirai ni tranquille ni heureuse dans ma tombe si quiconque la fait souffrir. Je lègue à ma fille Khadija 10 000 pièces de 5 francs pour lui permettre de s'installer chez son mari et de faire bonne figure face à ses deux coépouses, toutes deux princesses. En plus de cette fortune, ma mère hérita de 238 têtes de bétail sur les 700 laissées par sa mère, plus un coffret de bijoux d'or et d'argent. Riche, elle était donc et se trouvait libérée de tout souci matériel, mais moralement, elle était submergée par les malheurs qui, depuis quelque temps, s'abattaient sur elle avec une régularité d'horloge. À peine divorcée d'avec un mari cousin qu'elle aimait, mais dont, paradoxalement, elle ne pouvait plus supporter la présence, elle avait perdu son père, puis son frère aîné Amadou Paté, à peine demandé en mariage par Tidjani Thiam, dont tous les parents devenaient d'emblée ses ennemis jurés, ce dernier perdait son père. À peine le mariage était-il conclu qu'elle-même perdait sa mère Anta Ndjondi. C'était beaucoup pour une seule femme, mais le pire était encore à venir.